Et la quantité n'est peut-être pas là, mais qualité y est. Donc, j'ai le plaisir de m'adresser à vous avec un petit peu d'émotion, puisque la première conférence, Histoire de la kayak, que je prononce moi-même. Normalement, il était prévu que ce soit notre ami Moreau, Pierre-André Moreau, qui présente la genèse du César, mais malheureusement, pour des raisons personnelles et familiales, il ne peut pas l'assurer aujourd'hui. Il l'assurera en décembre. Et donc, pour le remplacer, je me suis adressé à un vieil ami que je connais depuis 78 ans, qui ne pouvait rien me refuser. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de la BITD de l'Empire russe en 1914. Hein, attention, avant... je vais essayer d'avancer. Voilà. Donc, l'Empire russe a eu deux tsars. Le premier tsar, puisqu'auparavant il n'était pas tsar, Pierre le Grand, en 1708, enfin, dans ces eaux-là, et le dernier tsar, Nicolas II, 2 siècles plus tard. Et le fondateur de l'abbaye des Russes, au départ c'est essentiellement la russe, c'est Pierre le Grand, incontestablement. Pierre le Grand, dont les guerres contre les Suédois sont célèbres, il a pris une série de branlées contre Charles XII, mais à chaque fois il apprenait. Et le résultat, c'est que la bataille finale, c'est le Poltava, eh ben, il a gagné et le pauvre Charles XII est parti se faire prisonnier par les Turcs. Et le dernier à droite, Nicolas II, probablement un homme bon et brave, mais malheureusement faible. On pourrait rapprocher son destin à celui de Louis XVI. Alors, ce qui est important de voir, ça a été le fait que l'Empire russe s'est constitué sur 3 siècles, entre 1600 et 1900. Et là, vous avez des acquisitions successives. Il y a une succession, une possession supplémentaire qui était l'Alaska, mais vendue aux Américains en 1867, je dirais, pour éviter que ce soit les Anglais qui annexent l'Alaska au Canada. Vous voyez donc l'évolution de la Moscovie, de la petite Moscovie autour de Moscou, jusqu'à cet empire qui était le plus grand empire terrestre d'un seul tenant, en couvrant 16% des terres émergées, jusqu'à près de 23 millions de kilomètres carrés. Et surtout, ne confondons pas entre l'Empire russe en 1914 et la Fédération de Russie actuelle, parce que l'Empire russe comportait la Fédération, plus l'Ukraine, plus la majeure partie de la Pologne actuelle, la Finlande, les pays baltes, l'Arménie, la Géorgie, l'Azerbaïdjan, le Kazakhstan, le Turkménistan. Enfin, c'est les noms actuels de républiques indépendantes issues de l'éclatement de l'URSS en 1991. Bon, l'Alaska a été vendu. Ce qui est important de voir, c'est qu'en 1914, l'Empire avait une population de 175 millions d'habitants. 44% d'entre eux étaient russes, les autres étaient les les différentes populations plus ou moins assimilées, plus ou moins adaptées. Alors, aujourd'hui, la Fédération de Russie, si on veut faire une comparaison, couvre à peu près 17 millions de kilomètres carrés. Donc, ils ont perdu 5 millions de kilomètres carrés. Et comporte 145 millions d'habitants. D'une part, à la suite du départ des 14 autres pays créés à la suite de la dislocation de l'URSS, et puis aussi des problèmes, comme l'Europe occidentale, de démographie. L'Empire russe a longtemps été un empire agricole, un pays agricole, et l'industrialisation a été plus tardive, bien sûr, que la Grande-Bretagne, mais même que les autres pays européens et que les États-Unis. Et l'industrialisation a été concentrée autour de Moscou, autour de Saint-Pétersbourg et dans une partie importante de l'Ukraine. Mais à l'époque, l'Ukraine n'existait pas en tant que quantité, c'était des oblasts différents. Mais la partie orientale de ce qui est l'Ukraine aujourd'hui, le Donbass, ou que les Russes appellent Nova Russia, puisque c'était la conquête de Catherine II,
avait des ressources minières gigantesques, non seulement du charbon, mais aussi de l'acier. Et c'est au-dessus de ces mines qu'a été constituée une bonne partie de l'industrie lourde russe. Et quand on dit industrie russe lourde, on dit aussi BITD. Puisque dans cette Ukraine, très rapidement, des usines d'armement se sont constituées, y compris un chantier naval de Nikolaïev, aujourd'hui on appelle ça Mykolaïev, qui n'est pas très éloigné de Sébastopol, sur le Bug, et dans lequel ont été construits les grands navires de la marine impériale russe, puis de l'URSS. Et puis maintenant, il n'y a plus rien, effectivement, puisque c'est une partie de l'Ukraine, seule, qui n'est pas actuellement conquis au cours de l'opération militaire spéciale. Mais dès le début du XXe siècle, hein, et pendant toute la période de l'Empire russe, puis de l'URSS, on estime que 20 à 25% de la BITD de l'Empire était dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine. Ça a été le même pourcentage au temps de l'URSS. Et également, ce que l'on peut dire, c'est que 20 à 30% de la BITN nucléaire et de la BITS spatiale de l'URSS, puisqu'à l'époque, on ne parlait pas de spatial et. Enfin, à l'époque de l'Empire russe, on ne parlait ni du spatial ni du nucléaire, était aussi dans l'Ukraine, ce qui explique que la séparation et les mauvaises relations, pour ne pas dire plus, entre l'Ukraine et la Russie, a fortement déséquilibré la BITD de la Fédération de Russie actuelle. Alors, je voudrais maintenant insister sur un point important. Dans l'esprit des Occidentaux, les Russes, c'est des moujiks. On l'a bien vu il y a 3 ans, 4 ans, au moment du déclenchement de l'opération militaire spéciale, de certains articles de journaux, on se sont, je dirais, moqués de l'armée russe et du matériel en disant entre autres qu'ils étaient obligés de démonter des machines à laver pour récupérer des puces électroniques pour équiper leurs armements, etc. Alors, c'est une grave erreur requérante de sous-estimer les Russes, déjà au point de vue scientifique et intellectuel. Vous, ça a été l'erreur déjà de Charles XII, hein, le Suédois, de Napoléon, d'Hitler. Or, en fait, bien sûr, autant de l'Empire russe, environ 80% de la population était paysanne, pas en très bonne, pas très éduquée. Mais bon, ils avaient de l'endurance, ils étaient capables d'héroïsme, mais de tout temps, depuis, depuis Pierre le Grand, et surtout depuis Catherine la Grande, Catherine II, et ça a continué tout au long du XIXe siècle, il y a toujours eu un noyau important d'un savant et d'ingénieurs russes. Alors, je vais en citer quelques-uns dans notre milieu d'armement, hein, ou assimilé. Bah, il y a Konstantin Tsikovsky, hein, qui a conçu, théoriquement parlant, toute la théorie des fusées et la théorie de la conquête de l'espace, sans avoir lui-même réalisé la moindre réaction pratique, mais il a conçu les théories, en particulier la théorie des fusées à étage. Il y a Popov, qui est l'équivalent russe de Marconi pour la radio. Et puis, je me suis amusé à prendre la liste de grands scientifiques russes, pas forcément dans le domaine, au 19e siècle. Vous avez Lomonosov, Mendeleïev, hein, que l'on connaît tous à cause du tableau, Kolaskaya, excusez-moi, je prononce mal le russe, Pavlov, avec le chien, Lobatlevski, Mechnikov, Soletov et Botkin. Et ceci n'est qu'une liste très courte de de différents savants russes dans tous les domaines de la science. Euh, un d'entre eux, je ne sais plus très bien lequel, a eu le premier prix Nobel, ou l'un des tout premiers prix Nobel de chimie. Alors, la Russie a donc entamé son industrialisation à partir de 1880, et surtout de 1890, parce que, entre autres, ça a été le résultat des chemins de fer qui a permis de connecter les différentes provinces pour pouvoir exploiter les richesses et les ramener dans les usines. Alors,
il faut bien voir aussi que si la Russie a comblé ses retards, c'est en partie grâce à l'argent des pays européens, les emprunts russes, vous connaissez, mais également un certain nombre d'industriels, surtout les Belges, ont investi pour construire des usines, carrément. En particulier le Donbass que nous avons cité a été essentiellement industrialisé par de l'argent belge. Euh, où là, ce n'était pas des emprunts, c'était carrément de l'investissement. En plus de ça, la Russie, très rapidement, a été l'un des tout premiers pays à exploiter le pétrole dans ce qui est aujourd'hui l'Azerbaïdjan, au bord de la Caspienne. Bon, puis depuis, il y a eu d'autres exploitations pétrolières, mais là, le premier champ pétrolier, j'allais dire russe, et peut-on dire européen, à la limite de l'Europe, c'est la Caspienne avec Bakou, qui est toujours un élément important de production pétrolifère et gazière. Bon, ce que l'on ne sait pas, hein, puisqu'on considère toujours que les Russes c'était des demeurés, mais qu'en 1914, avant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, la Russie était la troisième économie mondiale exprimée en PIB, en PPA, en pouvoir d'achat, avec 9% du PIB mondial, à très très faible écart avec l'Allemagne. L'Allemagne, c'était 8,8 et la Russie 8,6, donc c'est quasiment à égalité. Et 18% de la population était urbaine. Donc ça veut dire que 82% n'étaient pas urbaines, effectivement. Bon alors, pourquoi ils se sont modernisés? Pourquoi ils se sont industrialisés? Nous avons tous amené de l'argent, hein, tous les Européens. Le point faible de l'Empire pour le développement, c'était la pauvreté physique et je dirais intellectuelle. Le mot intellectuel, ça marche pas, le peu d'éducation des paysans. N'oublions pas aussi que comme dans les pays occidentaux, comme dans l'Europe et comme aux États-Unis, la vie ouvrière était difficile, hein, puisque aucune loi sociale ne restreignait l'exploitation, hein, donc une agitation politique en a été la conséquence, avec des personnes qu'on retrouvera après la fin de l'Empire, Lénine, Staline, Trotsky et les autres. La Russie, l'Empire russe a eu la chance d'avoir un très bon Premier ministre, Stolypine, qui a développé des réformes pour améliorer la stabilité du régime. Malheureusement assassiné, il n'a pas pu aller au bout de ses idées. Ils avaient un bon ministre des Finances nommé De Witt. Le problème au début du XXe siècle, donc pendant l'empire de Nicolas II, ça a été la désastreuse guerre russo-japonaise. D'abord, oui, les Russes, il y a eu à l'époque donc deux empires qui, en se développant, se sont heurtés frontalement. Les Russes et les Japonais, qui tous les deux avaient des visées sur la Mandchourie chinoise, car la Chine était en plein effondrement. L'empire chinois n'avait pas su se protéger des interventions occidentales et japonaises et s'effondrait. Et donc, tous les pays voulaient leur part du gâteau, y compris la France d'ailleurs, mais essentiellement l'Angleterre, avec autour mais pas uniquement autour de Hong Kong, l'Allemagne autour de Tsingtao, où il reste la fabrique de bière. Et puis, les Russes et les Japonais avaient tous les deux des visées sur la Mandchourie, qui était un pays avec des potentialités de richesse importantes. Le gros problème, c'est que les Japonais et les Russes voulaient chacun la totalité du gâteau et que les Russes ont considéré que les Japonais n'étaient pas développés à l'européenne, n'étaient pas des Européens, ce qui est exact, et se sont dit qu'ils allaient en faire euh, une seule bouchée. Le problème, c'est que les Japonais n'appliquaient pas les règles de guerre, donc ils ont attaqué les Russes à Port Arthur. Alors Port Arthur était l'équivalent russe
de Hong Kong, c'était un port chinois qu'ils avaient annexé au sud de la Mandchourie, enfin qu'ils avaient pris pour eux au sud de la Mandchourie, et transformé en port militaire. Et une attaque surprise a permis de bloquer Port Arthur et de bloquer la marine, l'escadre russe dans ce port où elle a été progressivement détruite par soit des attaques marines, soit après le débarquement des Japonais, des attaques d'artillerie. Donc, l'escadre de Port Arthur n'était plus efficace, enfin, était bloqué dans son port. Les Japonais aiment beaucoup les attaques surprises. Ils l'ont fait à plusieurs reprises, y compris là. Bon, certes, les Russes ont réagi, mais les réactions n'étaient pas suffisantes et le blocus terrestre avec, en janvier 2005, l'escadre de Port Arthur tombe entre les mains des Japonais. Un certain nombre de bateaux sont même renfloués et rentrent après réparation dans la marine japonaise. Bon, la mauvaise idée, mais il y en avait-il une autre, qui est que la flotte de la Baltique est envoyée en octobre 1904 en soutien de l'escadre de Port Arthur. Le problème, c'est que pour éviter d'être interceptés par les Anglais, plus ou moins alliés des Japonais, ils n'ont pu pas passer par le canal de Suez, donc ils ont fait le grand tour de l'Afrique dans des conditions difficiles et délicates. Alors, les Russes ont été aidés à la fois par les Allemands, discrètement, parce que la flotte était ravitaillée en charbon par des charbonniers allemands, et la France a accordé droit d'escale à la marine russe, à la flotte de la Baltique, à Diego Suarez à Madagascar et, euh, et au Tonkin, enfin, et donc et au Vietnam. Donc on les a laissés se rafraîchir. Et puis l'amiral Rodzhozewski voulait rejoindre. Puis entre-temps, vous avez vu que la, la- l'escadre de Port-Arthur avait été capturée. Et donc, il n'y avait plus qu'à se réfugier à Vladivostok. Donc, en manque de charbon, l'amiral ne pouvait pas faire le grand tour. Donc, il a pris la route directe par Tsushima entre la Corée et le Japon. Le problème, c'est que les Japonais étaient plus avancés, technologiquement parlant, que les Russes. En particulier, ils utilisaient la TSF. Et donc, ils ont pu détecter la flotte japonaise et les anéantir dans le détroit de Tsushima, où tous ont été capturés. Alors, il y avait 29 navires militaires, puis un train d'escadre. Dans les 29 navires militaires, 20, alors au chiffre près, hein, je crois que 22 ont été coulés, 6 ont été capturés, et un a réussi à s'échapper, et il a réussi à rejoindre Vladivostok. Ceux qui sont allés à Saint-Pétersbourg l'ont vu, puisque c'est le fameux croiseur Aurora qui ensuite a été le déclencheur de la révolution d'octobre. Donc la marine russe n'existe plus, puisque l'escadre du Pacifique avait été capturée et l'escadre de la Baltique, la deuxième principale escadre, avait été à son tour calculé. Voilà. Bon, ce qui est important de noter, c'est que les Japonais étaient plus avancés que les Russes, hein, pour un certain nombre de raisons. D'abord, ils avaient adopté le- les télémètres de Barentsroud anglais. Ils ont utilisé les mines marines, ce qui se faisait quand même pas, la TSF, les écoutes des radios. Et, et donc, les Japonais ont remporté une victoire totale. Et là, une image de cette bataille de Tsushima, où vous avez sur votre droite un cuirassé russe
en train de couler et le cuirassé japonais qui aborde le drapeau. Alors, il faut voir aussi que d'abord les bateaux russes, il y avait des bateaux neufs qui n'étaient pas au point et des bateaux anciens, donc qui n'avaient pas les mêmes vitesses, les mêmes capacités. L'amiral Roljuzewski était un brave homme, mais qui manquait, qui était un peu comme Villeneuve. On peut parfaitement comparer la bataille de Tsushima à la bataille de Trafalgar, Togo étant l'équivalent de, de l'amiral anglais et Roljuzewski étant l'équivalent de Villeneuve. Et un chef impétueux et un chef qui n'était pas. Et donc, le résultat a été très, très similaire à Trafalgar. Euh, et de même que la marine française avait été évacuée à Trafalgar, la marine russe a été évacuée à Tsushima. Et cela est d'autant plus intéressant que la tactique de Togo était exactement la même tactique que les Anglais à Trafalgar. On barre le T. Bon, alors, les sous-marins. Bon, les deux marines avaient des sous-marins, qui d'ailleurs étaient quasiment les mêmes puisqu'ils achetaient aux États-Unis, c'était des Hollandes, mais ils n'étaient pas en service. Donc, ils n'ont pas été utilisés pendant ces opérations, ni à Port Arthur, ni à Tsushima, ni pendant les autres conflits. Bon, alors, le traité de paix a été signé à Portsmouth, ce qui a valu d'ailleurs le prix Nobel de la paix au président des États-Unis de l'époque, puisqu'il avait réussi à ramener la paix entre le Japon. Alors, ceci nous ramène en 2025, où il y a un président des États-Unis qui voudrait bien avoir également le prix Nobel de la paix. Bon, le résultat, c'est que le Japon s'est approprié la Corée, tout Port Arthur, et le sud des Sakhalines, qui est une grande presqu'île, enfin une grande île, plutôt au large de Vladivostok. Excusez-moi. Première guerre perdue en Asie, hein, par une puissance européenne. Il y a eu d'autres guerres perdues par des puissances européennes, mais en Afrique, essentiellement l'Italie face à l'Abyssinie en 1898. Et là, c'était en Asie. Euh, le Romanov, la dynastie Romanov, donc le pauvre Nicolas II, en a pris beaucoup dans son prestige, d'où éclate une révolution hein, de 1905 en Russie. Bon, ben, on connaît Potemkine, hein, et cette révolution a été, je dirais, calmée ou a été par l'intelligence de Stolypine dont on a parlé tout à l'heure, qui a lâché du lest au point de vue social. Alors, sur le plan militaire, la flotte impériale, en point de vue de tonnage, est passée de la troisième au sixième mondiale. Donc, il a fallu la reconstruire. Et puisque la flotte de la Baltique était au fond de l'eau à Tsushima. Donc, il n'y avait plus de flotte militaire russe dans la Baltique. Donc, il a fallu reconstruire tout ça. Les industries russes les Nikolaïev dont on a parlé tout à l'heure, ne pouvaient pas répondre à toutes les demandes. Et donc, un certain nombre de navires ont été commandés à l'étranger, en Grande-Bretagne et en France, euh, en particulier le croiseur Auric, qui est là. Alors, il se trouve que l'un de mes grands amis, malheureusement décédé aujourd'hui, avait son grand-père ou son arrière-grand-père installé, qui était l'agent de Vickers auprès du tsar, qui vivait à Saint-Pétersbourg et qui a vendu le Rourik et d'autres navires au tsar. Et bon, alors le Rourik dans la marine russe n'a pas eu une carrière exceptionnelle au cours de la Première Guerre mondiale, mais ceci est une autre histoire. Alors, je voudrais parler maintenant des avancées technologiques de la Russie dans la BITD au début du XXe siècle. On va voir les trois armes, mais possibles. L'aviation. Alors l'aviation, ben, le grand aviateur ou le grand constructeur d'aviation, c'est pas un Russe, hein, c'est un Ukrainien. Parce qu'il est né à Kiev, d'une famille ukrainienne, c'est Sikorsky, mais à l'époque, l'Empire russe était un empire, je dirais, le mot n'est peut-être pas très bien choisi, mais
mais unitaire. C'est-à-dire que les Ukrainiens, les Bélarusses, les Baltes étaient tous considérés comme étant sujets de l'Empire russe. Donc, le grand ingénieur de l'Empire russe était un Ukrainien, Sikorsky, et qui a construit le premier, un avion géant, au début comme un avion de transport, et puis après, était transformé, comme beaucoup à l'époque, en bombardier. Mais au début, c'était un avion de transport avec 16 passagers à bord. Donc l'avion, après le déclenchement de la guerre, a, a transformé cet avion de transport en bombardier, ce qui a été le cas de pas mal d'avions jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, hein. Il n'y avait pas de différence énorme entre les bombardiers et les avions de transport. Cet avion a été construit en 73 exemplaires pendant la guerre qui va arriver. Alors, suivant les informations, il pouvait, sa charge pouvait être entre 660 et 800 kilos de bombes. Pourquoi la différence? Parce que c'était en fonction de la portée, enfin de la distance à parcourir pour les livrer, si on peut dire, pour aller sur l'objectif. Mais la licence était vendue aux Anglais et aux Français, et y compris involontairement aux Allemands, puisque c'est un avion abattu sur le territoire allemand, a permis de développer les bombardiers Gotha. Voilà donc une reconstitution existe de cet avion dans un musée en Russie. Et une autre vue, elle, de l'époque, montre un petit peu la taille de l'avion. Bah, bon, Sikorsky a aussi développé, mais avec moins de succès, un avion de chasse, le S-16, mais il a été pas largement utilisé en avion de chasse. Les Russes ayant préféré acheter des avions français à la place parce que pour des raisons de, de performance. Ayant regardé un peu ce que faisaient nos amis russes dans le domaine aérien, regardons le domaine terrestre. Alors, le domaine terrestre, il faut bien voir que l'artillerie a toujours été, depuis Pierre le Grand, l'arme noble par excellence en Russie. Donc, ceci, c'est simplement pour un clin d'œil. C'est le tsar Pouchka, le canon du tsar, qui n'a jamais été utilisé dans l'armée, enfin, opérationnellement parlant, mais qui est présenté au Kremlin. C'était quand même un calibre de 890 mm. Bon, mais les Russes aiment bien le gigantisme, hein, euh, comme les Allemands. C'est un point commun entre Russes et Allemands, ils aiment bien le gigantisme. Eh bien, dans le cadre de la modernisation de l'artillerie russe, les Russes ont considéré, ils avaient vu le 75 mm français lors de, de la bataille des, des ambassades à Pékin en 1900, et donc où dans l'armée française avait envoyé des 75 mm, et l'armée allemande des 77 mm. Moins réussi d'ailleurs, nettement moins réussi. Et donc les Russes sont inspirés du 75 français pour faire le 76 mm, et d'ailleurs avec une certaine coopération avec Schneider, hein. Donc le 76 mm Poulitov est l'équivalent russe du 75 mm français APX. Et voici ce fameux 76 mm Poulitov que l'on retrouve en France en grande quantité entre 40 et entre 42 et 44, puisque des quantités ont été capturées par les Allemands lors de l'opération Barbarossa et ont été utilisées pour, je dirais, équiper le fameux mur de l'Atlantique. Donc, un certain nombre ont été sur le sol français 20 ans, 30, 40 ans après. Bon. La marine impériale avait des arsenaux. Euh, Comme j'avais indiqué précédemment, le principal arsenal pour les grands navires, c'est sur la mer Noire, hein, à Nikolaïev.
Cet arsenal construisait tous les grands flottes, tous les grands navires de la flotte impériale, mais ensuite après de tous les grands navires de l'URSS, hein, jusqu'à la chute de l'URSS, y compris les porte-avions dont un est actuellement utilisé par les Chinois, a été construit. Alors, la vente avait posé des problèmes puisque on ne savait pas trop s'il appartenait à la Russie ou à l'Ukraine, donc en particulier les plans. Ça a posé des problèmes lors de la vente de ce navire et lors de la vente d'un autre navire aux Indiens. Bon, et puis il y avait des chantiers d'amirauté dans le port de Saint-Pétersbourg qui, entre autres, faisaient les sous-marins. Et la marine russe avait bien compris que la sous-marinade était indispensable. Alors, après l'achat de navires fabriqués aux États-Unis par les chantiers Hollande, ils se sont lancés dans des navires inspirés euh, de ce que faisaient les Américains. Alors, les navires avaient été envoyés à Vladivostok, mais ils étaient arrivés trop tard pour participer à la guerre russo-japonaise que nous avons évoquée plus tard. Et voici l'un des premiers navires russes, Akula, en 1908, hein. Donc, la Russie avait rattrapé son retard, y compris dans ce domaine-là, au point de vue marine. Alors maintenant, nous avons tous fait nos armes à la DGA ou dans l'industrie d'armement, hein, dans les différentes industries de la BITD. Donc on a parfois eu des idées bizarres. Eh bien, les Russes aussi ont eu des idées bizarres. Nous allons en voir deux exemples, il y en a eu d'autres. Mais ne rions pas, hein, parce que Churchill, britannique, hein, avait bien financé le projet de porte-avions Abacuc en 1941. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, l'Abacuc était un porte-avions de 2 millions de tonnes, je crois, de tonnage, et construit en glace. Et ça aurait marché. Mais le projet a été abandonné avant sa conclusion parce que les avions basés en terre avaient, entre-temps, eu suffisamment d'autonomie pour couvrir le gap au centre de l'Atlantique, et donc pour faire la chasse aux sous-marins. Sinon, il y aurait eu un porte-avions Abacuc en, en glace, qui était une idée aussi bizarre et que l'on pourrait dire farfelue que ce que nous allons voir maintenant. Bah alors, le premier projet bizarre que je vais vous montrer, c'est le char, le dépotir ou le tank du tsar, qui était une grande roue. Alors voici la photo de la grande roue. Ça existait pour de bon, hein. En haut à gauche, c'est un dessin. En bas, c'est une maquette, mais à droite, c'est une vraie photo du vrai zinzin. Évidemment, ça aurait pu marcher, mais ça n'a pas marché. Il y a eu des idées assez similaires en Grande-Bretagne, hein, mais qui ne sont pas allées jusqu'à la conclusion de cet engin bizarre. Ça pouvait passer au-dessus des tranchées, mais effectivement, c'était très sensible à un tir d'artillerie. Et la petite roue arrière, lors d'une première démonstration devant le tsar, s'est embourbée. Donc, on n'est pas allé beaucoup plus loin. Alors, cela étant dit, il s'était équipé d'un canon de 105 mm, enfin, ou de 150 mm, excusez-moi. C'était quand même assez monstrueux. 40 tonnes. Voilà, c'était quand même un peu bizarre. Mais ils sont allés jusqu'à construire un prototype. Bon, on ne sait pas ce que ça aurait donné opérationnellement parlant. Ça aurait franchi les tranchées, mais sensible effectivement à un tir d'artillerie. Et puis il y a eu les bateaux ronds. Alors les bateaux ronds, c'est un peu auparavant, c'est à la fin du 19e siècle. Ils ont cherché à construire un bateau ultra stable. Donc pour être stable, il était circulaire. Voici une maquette. Deux ont été construits pour de bon. Mais dès qu'on est allé au-delà de la rade de Sébastopol, le bateau devenait totalement ingouvernable. Donc, les deux bateaux ronds
ont été conservés pendant quelques dizaines d'années uniquement en protection du port. Euh, C'était pas une réussite. Il y a eu un troisième bateau rond qui a été construit en tant que yacht du tsar. Où là, comme il ne sortait que par bout de temps, donc ça pouvait à la limite être acceptable. Voilà. Mais pour montrer que des idées originales ont existé et parfois été bizarres. Alors, malgré l'intelligence des ingénieurs d'armement russes, nous savons tous qu'à partir de 14, l'armée impériale a subi défaite sur défaite, quasiment tout le temps. Euh, Pourquoi? Hein, parce que certains armements étaient de grande qualité, hein, le Pulitov 76 mm entre autres. Mais le point faible, l'aviation, on a vu que le bombardier était en avance sur son temps. Mais le point faible de l'armée impériale, ça a été la carence de la logistique. Les munitions n'arrivaient pas, la nourriture n'arrivait pas, le réseau ferré était désorganisé et la production était insuffisante. Notez bien qu'on avait le même problème en France en 1914, mais en 1916, grâce à des ingénieurs de qualité comme Citroën et Louis Renault, la production avait atteint la quantité nécessaire. En 14, on avait le même problème, mais à partir de 16, on avait surmonté ce problème-là. Les Russes ne l'ont jamais surmonté. Donc, le résultat, l'armée impériale n'avait pas de munitions, donc en plus, ça n'était pas nourri, donc d'où mutinerie, n'avait pas un bon commandement d'ailleurs, la plupart du temps. Le commandement était pas au niveau. Ce qu'on a eu nous aussi en 14, hein, d'où l'envoi d'un certain nombre de généraux à Limoges. Mais j'ai voulu vous présenter les points forts et les points faibles de l'armée impériale et la destruction de la BITD impériale. Donc, à partir de la Révolution de 17 et surtout de la Révolution léniniste d'octobre, la BITD s'est effondrée. Il y a eu un homme exceptionnel dans l'armée rouge, Trotsky, énergique, pas un, pas un enfant de cœur, hein. Trotsky était également un grand fusilleur. On pourrait le rapprocher là-dessus de, de Lazare Carnot, qui était également un en 80, 1789-94, a redonné un souffle à l'armée révolutionnaire française. Trotsky était le Carnot, ou Carnot était le Trotsky, et ce qui a permis de vaincre les Blancs et les Alliés. Et puis n'oublions pas que les Français et les Anglais étaient aux côtés de l'armée blanche. Bon, alors, un point est arrivé là-dessus, le traité de Versailles, 1919, qui a interdit aux Allemands les avions, les chars, les sous-marins, l'artillerie, les gaz, et tout ce qui était sympathique dans les armes nouvelles. Donc, l'Allemagne, comme l'URSS était également, la nouvelle URSS avait également, je dirais, été mise au banc des nations, eh bien, deux pays bannis se sont mis ensemble pour, au traité de Rapallo, se mettre à développer en dehors d'Allemagne des armes qui étaient interdites aux Allemands. Donc, les Soviétiques avaient accès ainsi à des développements techniques allemands et les Allemands pouvaient s'entraîner et développer des armes non conventionnelles. Celle-ci a marché de 22 à 33, puisque la coopération militaire n'a été arrêtée que à la prise de pouvoir d'Adolf Hitler. Et je dirais, l'un des résultats, mais pas le seul, ça a été des mauvaises surprises lors de Barbarossa, qui a été l'attaque du 22 juin contre 41 contre l'Allemagne. Les mauvaises surprises, j'en ai noté quelques-unes, il y en aura eu d'autres. La première
mauvaise surprise, ça a été le T-34. Alors, à droite de l'image, vous avez le T-34 76 et à gauche, le 34 85. Le 34 76 mis en service à partir de 40, qui a été une révolution dans les chars et qui était invulnérable au Panzer IV au Panzer IV de l'époque, avec 75 cours, car la- la- la géométrie des blindages faisait que les obus 75 ne rentraient pas, bref, rebondissaient. Et donc, seul, je dirais, un tir groupé de plusieurs Panzer IV pouvait arriver je dirais, mettre hors de combat les premiers T-34. En plus, ça, le T-34 était très inconfortable pour l'équipage, mais très facile à mettre en œuvre et à réparer sur place. Et puis, après l'introduction de la Panthère et du Tigre allemand, les Russes ont fait une deuxième génération de T-34, le 85, que vous avez à gauche sur l'image, qui était équipé, comme le son l'indique, d'un 85 mm, capable de s'opposer au nouveau char allemand. Ah. Bon, mais le T-34 est le premier char russe, non, soviétique, capable d'être un char réellement moderne. Bon, il y a quand même quelques points faibles, une ergonomie insupportable, une tourelle à que deux hommes, donc difficile d'emploi pour un équipage trop réduit. Euh, voilà la mauvaise surprise quand même des Allemands pendant toute la première partie de l'opération Barbarossa, jusqu'à ce qu'ils trouvent des déparades. Un titre intéressant, hein, le T-34 avait été développé en Ukraine, à Kharkov. Hein. Donc c'est là où on voit que la séparation de l'Ukraine et de la Russie au moment de l'éclatement de l'Union soviétique en 91 a complètement déstabilisé l'habileté des Russes de la Fédération de Russie actuelle. Bon, il y a eu d'autres chars lourds qui étaient indestructibles aux chars allemands, le KV-1, le KV-2 et surtout le Joseph Staline 3. Bon, le Joseph Staline 3 n'a pas vu le combat, mais a terriblement impressionné les Alliés en 1945 lors des défilés à Berlin. Et ensuite a été largement utilisé, mais pour des opérations de répression en Hongrie, d'abord à Berlin en 1953, en Hongrie, et après. Et puis la troisième mauvaise surprise des Allemands, c'était l'Ilyushin 2, le Sturmovik, qui est une sorte de char volant, de canon anti-char volant. Alors, cela étant dit, c'était aussi un cercueil pour l'équipage. Le nombre de Sturmovik qui a été abattu est très élevé, mais le nombre de chars allemands détruits par le Sturmovik est également très élevé. Alors, pour finir ma péroraison, la qualité des ingénieurs et scientifiques russes, hein, mais aussi ukrainiens, puisque au départ, ceci c'était dans l'Empire russe et dans l'Empire soviétique. euh, Est à l'origine aujourd'hui, pendant le conflit actuel que nous avons sous les yeux, nous observons une rapidité d'évolution et d'adaptation des armes mises en œuvre. Hein. Et une rapidité, ça se compte en semaines, quand une nouvelle arme est mise en service, la contre-réaction s'effectue en moins d'un mois. Et c'est là une capacité due à la qualité des ingénieurs qu'on va trouver des deux côtés, mais qui existait déjà à l'époque. Enfin, il faut bien voir qu'il y a un continuum entre l'ingénieur soviétique de l'Empire russe, puis de l'Union soviétique, puis aujourd'hui des pays issus de l'éclatement de l'URSS. Et peut-être que nous pourrions nous en inspirer pour nos procédures de décision au sein de notre DGA, de nos industriels et aussi des pays de l'Union européenne. Voilà, j'ai fini ma péroraison. Je vous remercie de votre attention
et je suis prêt à répondre à des questions s'il y en a. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions par le chat. Euh, oui, alors, le premier tsar, je suis d'accord avec toi. Est-ce que sur certains livres, on considère que Pierre le Grand serait le premier tsar? D'autres pensent effectivement à Ivan le Terrible. Euh, bon, j'avoue que je suis un peu perdu entre ces deux idées-là. Cela étant dit, Ivan le Terrible n'était pas novateur comme l'était Pierre le Grand. Euh, je, j'avoue que cette question, je l'ai en tête et à quel moment il y a eu un tsar ou à quel moment le tsar a été, a été validé par l'Église orthodoxe russe. Je comprends, je suis d'accord, je suis moi-même dans la même incertitude. Donc je dis oui, c'est possible. Mais je voulais faire monter la modernisation et la création d'une BITD avant la BITD à Pierre le Grand. Y a-t-il d'autres questions? Ah bon, nous sommes assez nombreux finalement. Avez-vous des questions? Pas de questions? Pas de remarques? Vous pouvez m'envoyer des tomates mûres et des œufs pourris, hein? Ça fait par Internet, bien entendu. Bon, eh bien, je vais remercier toutes les personnes qui ont assisté à ma conférence. Euh, la, la, L'enregistrement sera disponible et je vais publier un petit résumé de ma péroraison. Ah, autre question. Marco, merci. Pas de question. Merci. Bon, ben, a priori, je n'ai pas de tomates et je n'ai pas de pourri. Donc, comment vais-je faire ma pizzeria? Ma pizza ce soir. Je serai obligé d'aller à une pizzeria. Bon, ben, merci à tous et, et j'espère que vous avez appris des choses. Je me suis bien amusé à écrire cette conférence personnellement, en particulier sur le Tsartank. Je- C'est assez intéressant de noter que des idées bizarres comme le Zartank ou le bateau rond peuvent être réétudiées aujourd'hui, non pas à l'identique, mais peut-être pour développer des drones terrestres ou autres. Euh, Certains drones terrestres pourraient ressembler aux Zartank, bien entendu à échelle beaucoup plus petite, mais c'est peut-être une solution pour s'affranchir de, je dirais, des terrains un peu bizarres qu'on peut avoir sur le champ de bataille. Donc, je pense qu'il faudrait réfléchir à un Zartank miniature pour, euh, pour créer un nouveau UGV. Merci à tous et bonne soirée. Ah oui, je suis bien d'accord, les idées bizarres.